Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. On m'avait demandé de raconter l'histoire des gladiateurs romains et ce sera chose faite avec cette vidéo. Si vous voulez comprendre d'où viennent ces images, je vous invite à regarder ma vidéo Festival romain à Lugdunum. Pour les images additionnelles, on a des gravures et des illustrations d'époque, colorisées et remasterisées par mes soins. Et enfin, comme toujours, la musique a été composée et enregistrée par mes soins. Donc, je vous souhaite une belle vidéo et c'est parti pour l'histoire des gladiateurs. Cette vidéo est une vidéo d'introduction et de vulgarisation, et si vous êtes là, vous savez que l'histoire des gladiateurs sous l'Empire romain est fascinante et complexe. S'étendant sur plusieurs siècles, depuis la République jusqu'à la chute de l'Empire, ces combattants symbolisent non seulement la brutalité des spectacles romains, mais aussi l'idéal du courage, de la force et de l'endurance dans un cadre hautement codifié. Ils étaient au cœur de l'une des formes de divertissement les plus populaires de la société romaine, c'est-à-dire les jeux du cirque. L'origine des combats de gladiateurs remonte à la période étrusque, puisque les Romains, comme toujours, copient énormément aux autres civilisations. Et donc c'est avant même la fondation de Rome. Ces combats, appelés munera, étaient initialement liés à des rites funéraires. Ils avaient pour but d'honorer les morts lors de leurs funérailles en leur offrant des sacrifices humains. Et donc le sang des gladiateurs abreuvait le sol en faveur des défunts. Les premières représentations de ces combats datent du 3e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les familles riches organisaient des combats de gladiateurs pour rendre hommage à leurs défunts. C'est à partir du milieu de la République romaine que ces pratiques funéraires ont évolué pour devenir des spectacles publics. Les magistrats romains ont alors commencé à utiliser les munera pour se faire bien voir du peuple dans un contexte de compétition politique. Les premiers combats de gladiateurs connus à Rome ont eu lieu en 264 avant Jésus-Christ lors des funérailles de Junius Brutus Pera organisées par ses fils. Les jeux de gladiateurs ont véritablement pris leur essor sous l'Empire romain. Jules César et d'autres dirigeants de la fin de la République avaient déjà utilisé les combats de gladiateurs pour gagner le soutien des masses. Cependant, c'est sous l'empereur Auguste, premier empereur de Rome, donc 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ, que les combats de gladiateurs sont devenus un spectacle régulier et surtout institutionnalisé. Les empereurs suivants, tels que Néron, Caligula et plus tard Trajan, ont continué à soutenir et à financer ces spectacles, contribuant ainsi à leur popularité. Sous l'Empire, les jeux gladiatorieux se déroulaient principalement dans les amphithéâtres dont le Colisée, à Rome, est l'exemple le plus emblématique. Construit entre 70 et 80 après Jésus-Christ sous Flavien, le Colisée pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs et offrait une scène idéale pour ces combats sanglants. Les jeux étaient souvent organisés à l'occasion de grandes fêtes religieuses, de triomphes militaires ou pour célébrer l'accession au pouvoir d'un empereur. Les spectacles des gladiateurs faisaient partie des ludis, qu'on appelle les jeux publics, mais ils différaient des courses de chars ou des représentations théâtrales en raison de leur violence extrême. Ces événements offraient un exutoire pour les citoyens romains, leur permettant de se divertir tout en étant confrontés à la mort et au combat, des valeurs essentielles dans la culture romaine. Contrairement à l'image romantique souvent véhiculée, la majorité des gladiateurs étaient des esclaves, des prisonniers de guerre ou des criminels condamnés. Ils étaient vendus à des lanistae, qui étaient des propriétaires et entraîneurs de gladiateurs, qui les formaient dans des écoles spéciales appelées ludi, on en parlait tout à l'heure. Ces écoles de gladiateurs étaient des institutions hautement disciplinées où les recrues s'entraînaient quotidiennement au maniement des armes et à la lutte. Cependant, il ne faut pas réduire les gladiateurs à leur statut d'esclaves ou de condamnés. Effectivement, certains hommes libres, souvent poussés pour des raisons financières ou pour la recherche de la gloire, choisissaient volontairement de devenir gladiateurs. À ce moment-là, ils signaient un contrat avec le lanista et renonçaient temporairement à leurs droits civils en échange d'une rémunération potentiellement lucrative. Les gladiateurs victorieux pouvaient alors accumuler une grande popularité, parfois comparée à celle des athlètes modernes, et certains d'entre eux jouissaient même d'un véritable statut de star. À savoir que, en quelque sorte, quand un gladiateur était dans une arène, il était loué. S'il venait à mourir, eh bien ça pouvait être assez catastrophique parce que, à ce moment-là, il devait être acheté. Les gladiateurs étaient classés en plusieurs catégories, chacune possédant son propre style de combat et son armement spécifique. Parmi les types les plus connus, on trouve les myrmillons, armés d'un grand bouclier rectangulaire, le scutum, et d'une épée courte, le gladius. Ils portaient un casque orné d'un poisson. Ils étaient souvent opposés aux thraces ou aux rétiaires. Les thraces, combattants légers, portant un casque à large visière, un petit bouclier rond qui s'appelait parma et une épée recourbée, sica, étaient rapides et agiles et compensaient leur armure légère par leur mobilité.
Ensuite, nous avons les retières, l'un des types de gladiateurs les plus distinctifs, puisqu'ils étaient armés d'un filet et d'un trident. Ils ne portaient presque aucune armure, misant sur la vitesse et l'habileté pour piéger leurs adversaires plus lourdement armés. Souvent des myrmillons ou des sécuteurs. Enfin, on va parler des sécuteurs qui étaient similaires aux myrmillons, mais avec un casque lisse, conçu pour minimiser les prises du filet lancées par les retières. Leur armure lourde en faisait des combattants lents mais extrêmement puissants. Bien sûr, il existait de nombreux autres types de gladiateurs, mais on ne peut pas tous les citer dans la vidéo, chacun avec ses spécificités, comme les provocateurs, les oplomaques ou les équites. Chaque combat était minutieusement orchestré pour opposer des styles contrastés, garantissant un spectacle captivant pour le public. Comme nous l'avons déjà dit, les gladiateurs vivaient généralement dans des ludis, où ils suivaient un régime alimentaire extrêmement strict, essentiellement composé de céréales et de légumes, pour maintenir leur force. Ils étaient soumis à des entraînements rigoureux, sous la supervision de maîtres d'armes expérimentés, souvent eux-mêmes anciens gladiateurs. Bien que les conditions de vie aient été difficiles, certains gladiateurs jouissaient de privilèges, surtout s'ils avaient acquis une certaine notoriété. C'est pas dur à imaginer, mais la mortalité chez les gladiateurs était assez élevée, mais pas aussi systématique qu'on pourrait le croire, puisque les combats n'étaient pas toujours à mort, car former un gladiateur représentait un investissement considérable pour son propriétaire. Certains gladiateurs, après une série de victoires, pouvaient obtenir leur liberté, symbolisée par l'obtention d'un petit bâton en bois appelé rudis. Les jeux de gladiateurs étaient des événements extrêmement bien organisés et très ritualisés, et ils commençaient souvent par des processions où les gladiateurs défilaient devant la foule et l'empereur. Avant chaque combat, les gladiateurs prêtaient serment de combattre jusqu'à la mort, bien que dans les faits, la plupart des combats ne se terminaient pas ainsi. Comme vous venez de le voir, le moment où un gladiateur vaincu était au sol marquait souvent l'apogée du spectacle. L'empereur, ou un magistrat présidant les jeux, pouvait décider de la vie ou de la mort du perdant. En théorie, ce choix dépendait de la volonté du peuple, exprimée par des cris ou des gestes. Cependant, la décision finale revenait souvent à l'organisateur des jeux lui-même. Si un gladiateur avait combattu courageusement, il pouvait alors obtenir la clémence. Sinon, il risquait de mourir sous les coups de son adversaire. Le déclin des jeux de gladiateurs a commencé à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, bien que les raisons précises de cette évolution soient multiples. D'une part, les coûts exorbitants de l'organisation de ces jeux devinrent de plus en plus difficiles à supporter, surtout à mesure que l'Empire romain entrait dans une période de crise économique. D'autre part, l'essor du christianisme, qui prenait la valeur de la vie humaine et dénonçait la cruauté des jeux, joua un rôle crucial dans l'affaiblissement de cette tradition. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin Ier, après s'être converti au christianisme, interdit les combats de gladiateurs. Bien que cette interdiction ne fût pas immédiatement respectée partout dans l'Empire, les jeux de gladiateurs continuèrent sporadiquement dans certaines régions jusqu'au début du 5e siècle. Le dernier combat officiel recensé eut lieu en 404 après Jésus-Christ, après quoi les spectacles gladiatoriaux disparurent progressivement de la scène publique. Pour les gladiateurs célèbres, il aurait été étonnant de ne pas parler de Spartacus, qui est sans doute le gladiateur le plus célèbre de l'histoire. Il est né en Thrace, qui est l'actuelle Bulgarie, et c'était un soldat de l'armée romaine avant de devenir un esclave et d'être formé comme gladiateur à Capoue. En 73 avant Jésus-Christ, il s'échappe avec environ 70 autres gladiateurs et déclenche ce qu'on appelle la Troisième Guerre servile. C'est une rébellion massive d'esclaves contre Rome, et Spartacus et son armée, qui grandit pour compter des dizaines de milliers de personnes, remportèrent plusieurs victoires contre les forces romaines. Finalement, il fut vaincu par Crassus en 71 avant Jésus-Christ, et Spartacus aurait trouvé la mort au combat, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Pour les gladiateurs célèbres, on a aussi Crixus qui était un des lieutenants de Spartacus et un autre gladiateur thrace ou gaulois. Il faisait partie des esclaves qui s'échappèrent avec Spartacus, mais il avait une vision différente de la rébellion. Alors que Spartacus souhaitait quitter l'Italie, Crixus voulait rester et affronter les Romains de manière plus directe. Cette divergence les amena à se séparer et Crixus fut finalement tué dans une bataille contre les Romains en 72 avant Jésus-Christ. Mais son nom reste célèbre pour son rôle dans la révolte servile.
Là, on va rentrer sur des gladiateurs un peu moins célèbres, avec Flamma, qui était un gladiateur syrien. Il est célèbre pour avoir combattu dans de nombreuses arènes romaines, et il était particulièrement respecté pour son courage et son habileté au combat. Selon les récits, il combattit 34 fois et gagna la majorité de ses combats. Il fut plusieurs fois récompensé par le rudis, une épée de bois symbolisant la liberté pour un gladiateur victorieux. Mais ça, on en a déjà parlé. Cependant, Flamma refusa 4 fois cette liberté et choisit de continuer à combattre. C'est pour ça qu'on lui a proposé plusieurs fois. Ce qui montre à quel point il était dédié à son rôle de gladiateur. Pour l'histoire insolite, on a aussi Commode qui était un empereur romain de 180 à 192 après Jésus-Christ, qui a été connu pour avoir combattu comme gladiateur. Bien qu'il ne soit pas un esclave ou un gladiateur professionnel, il aimait participer à des combats dans l'arène. Bon, ils étaient quasiment tout le temps truqués en sa faveur, et il se battait contre des adversaires affaiblis ou handicapés, pour s'assurer de toujours gagner. Commode est connu pour son arrogance et son comportement mégalomane, ce qui contribua à sa chute en tant qu'empereur. D'ailleurs, il fut assassiné en 192 après Jésus-Christ. Sa vie de gladiateur amateur lui valut une réputation assez controversée. Et on va clôturer sur les gladiateurs célèbres avec Priscus et Verus, qui sont 2 gladiateurs célèbres pour avoir participé à un combat légendaire lors de l'inauguration du Colisée en 80 après Jésus-Christ sous l'empereur Titus. Les 2 hommes étaient des combattants expérimentés et le combat fut si long et si épique qu'il se termina sans vainqueur. Dans un geste exceptionnel, Titus accorda la liberté aux 2 gladiateurs, faisant de ce duel un événement mémorable dans l'histoire de Rome. Ces histoires montrent la diversité des vies et des expériences des gladiateurs qui pouvaient aller de l'esclave cherchant la liberté aux dirigeants mégalomanes utilisant l'arène pour satisfaire ses propres désirs. Les gladiateurs jouaient un rôle central dans la société romaine, à la fois comme divertissement et comme symbole de la lutte et de la survie. Les gladiateurs incarnent l'un des aspects les plus emblématiques de la civilisation romaine, alliant violence, spectacle et culture de la virtus, c'est-à-dire la vertu courageuse. Bien qu'ils aient souvent étaient des esclaves ou des hommes marginalisés, certains d'entre eux ont pu transcender leurs conditions et atteindre une notoriété incroyable comme on vient de le voir. Les jeux de gladiateurs étaient un miroir de la société romaine, reflétant à la fois ses valeurs guerrières, son obsession pour le pouvoir et la mort, et son besoin de spectacles grandioses. La fin de ces combats marque le déclin d'une certaine Rome, mais leur héritage perdure à travers les arts et la culture populaire aujourd'hui. Vous l'avez compris, cette vidéo touche à sa fin, donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça donne de la force. Et un petit pouce, ça ne coûte rien, ça prend 30 secondes. Je voulais vous remercier d'être arrivé jusque là, pour ceux qui sont toujours là. Dites-moi dans les commentaires, allez, quel est votre gladiateur préféré, sur tous ceux que j'ai cités. Et merci pour le visionnage. Je voulais aussi remercier ma femme pour les magnifiques images qu'elle a tournées. Elle a tourné bien 10 minutes sur tout ce que vous voyez ici, donc bravo à elle. Et si vous avez des anecdotes, si vous avez des connaissances qui n'ont pas été apportées dans cette courte vidéo, je vous invite à les donner en commentaire. Pour la culture populaire, dans les films, on a Gladiator de 2000 et celui de 2024 qui va sortir le 2, Spartacus de 1960, The Arena de 74, Colossus of the Arena de 62, The Slave de 62, et les séries on a Spartacus de 2010 à 2013, Gladiators de 2008, Empire de 2005, Rome de 2005 à 2007, et pour les BD bien sûr, Astérix, Murena, Gladiator Vengeance, Spartacus Blood and Sand. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Merci encore et bonne journée.